il s'agit de cette limite, de cet horizon en tant qu'il est déterminé par un rapport structural qui est très exactement ceci. Il n'existe qu'à partir du langage de mots, mais qu'il en montre la conséquence infranchissable. C'est qu'à partir du moment où les mots, le langage et le signifiant entrent en jeu, quelque chose peut être dit qui se dit comme ceci. Que mon frère, il est tout ce que vous voudrez, le criminel, celui qui a voulu incendier, ruiner les murs de la patrie et emmener ses compatriotes en esclavage, qui a amené les ennemis autour du territoire de la cité. Mais enfin, il est ce qu'il est, et ce dont il s'agit, c'est de lui rendre les honneurs funéraires. Sans doute il n'a pas le même droit que l'autre. Vous pouvez bien me raconter ce que vous voudrez, que l'un est le héros et l'ami, que l'autre est l'ennemi. Mais moi, je vous réponds ceci, car elle le répond, elle lui dit ceci. Ça n'est pas du tout, probablement, ça n'a pas la même valeur qu'en bas. En bas, les choses se jugent autrement, et en tout cas pour moi, à qui vous osez intimer cet ordre ne compte en rien pour moi, car pour moi mon frère est mon frère et sa valeur est là. Vers 511, 525. C'est le paradoxe autour de quoi achoppe et vacille la pensée de Goethe. C'est son argumentation qui est à proprement parler celle-ci, exactement ce que je vous souligne. C'est à savoir, mon frère est ce qu'il est. C'est parce qu'il est ce qu'il est, et qu'il n'y a que lui qui peut l'être cela, c'est en raison de cela que je m'avance vers cette limite fatale. Si c'était qui que ce soit d'autre avec qui je puisse avoir une relation humaine, à savoir mon mari, à savoir mes enfants, qui fussent en cause, ceux-là sont remplaçables. Ce sont des relations. Mais ce frère, celui qui est Adelphos, qui a cette chose commune avec moi d'être né dans la même matrice. Adelphos, très précisément, le mot dans sa structure, son étymologie, fait allusion à la matrice. Et qui est né du même père. À savoir, dans l'occasion, ce père criminel dont, dans toute la pièce, que le cœur évoque. Ce n'est rien d'autre que les suites de ce crime qu'Antigone est... À savoir, dans l'occasion, ce père criminel, dont dans toute la pièce que le cœur évoque, ce n'est rien d'autre que les suites de ce crime qu'Antigone est en train d'essuyer. Ce frère, pour autant qu'il est ce qu'il est, l'est, ce quelque chose d'unique. C'est cela seul qui motive que je m'oppose à vos édits. Nulle part ailleurs n'est la position d'Antigone. Elle n'évoque aucun droit que ceci qui surgit dans le langage du caractère ineffaçable, de ce qui est, à partir du moment où le signifiant qui surgit permet de l'arrêter comme une chose fixe, à travers tout flux de transformation possible. Ce qui est, est. Et c'est à cela, c'est autour de cela, de cette surface que se fixe la position imbrisable, infranchissable d'Antigone. Elle repousse tout le reste. Je crois que, ici, le à bout de course n'est nulle part mieux illustré, et que tout ce qu'on met autour n'est qu'une façon de faire flotter, d'éluder le caractère absolument radical de la façon dont est posé, dans le texte, le problème. Aussi bien, c'est là ce qui le fonde, et qu'on peut appeler, dans l'ensemble, cette caractéristique humaine évoquée discrètement au passage, qui fait que l'homme a inventé la sépulture. Il ne s'agit pas d'en finir avec celui qui est un homme, comme avec un chien. Il ne s'agit pas d'en finir avec ses restes en le rejetant sous une forme quelconque qui fait le registre de l'être,
de celui qui a pu être situé par un nom, qui est préservé par l'acte des funérailles. Toutes sortes de choses, sans doute, s'y rajoutent. Autour de ça viennent s'accumuler tous les nuages de l'imaginaire et toutes les influences qui peuvent se dégager des fantômes qui s'accumulent dans les environs de la mort. Mais le fond apparaît justement dans la mesure où les funérailles sont refusées à Polynice. C'est précisément parce que Polynice est livré aux chiens et aux oiseaux et va finir son apparition sur la terre dans l'impureté d'une sorte de dispersion de ses membres qui offense la terre et le ciel, c'est justement parce que ceci se passe qu'on voit bien que ce que représente par sa position Antigone, c'est cette limite tout à fait radicale qui, au-delà de tous les contenus, si l'on peut dire, tout ce qu'a pu faire de bien et de mal, tout ce qui peut être infligé à Polynice, maintient radicalement la valeur unique de son être. Cette valeur est essentiellement de langage. Hors du langage, elle ne saurait même être conçue. L'être de celui qui a vécu ne saurait être ainsi détaché de tout ce qu'il a véhiculé comme bien et comme mal, comme destin, comme conséquence pour les autres et comme sentiment pour lui-même. Cette pureté, cette séparation de l'être de toutes les caractéristiques du drame historique qu'il a traversé, c'est là justement cette limite, cet ex nihilo autour de quoi se tient Antigone, et qui n'est rien d'autre que la même coupure qu'instaure dans la vie de l'homme la présence même du langage. Cette coupure, elle est manifeste à tout instant par là, que le langage scande et coupe tout ce qui se passe dans le mouvement de la vie. Aptonomos, c'est là encore ce comme quoi le cœur va définir, situer Antigone. Il lui dit « Tu t'en vas vers la mort ne connaissant que ta propre loi. » Alaptonomos osamoni dit nifton, aidin katavisi. Vers 822-823. À ce moment-là, les choses en sont allées assez loin pour qu'Antigone ait franchi la limite de la condamnation. Elle sait à quoi elle est condamnée, c'est-à-dire à jouer, si l'on peut dire, dans un jeu dont, je m'excuse, le résultat est connu d'avance, mais qui est effectivement posé comme un jeu par Créon. Elle est condamnée à cette chambre close du tombeau où doit se jouer l'épreuve, à savoir si effectivement les dieux d'en bas lui seront là de quelque secours. C'est sur ce point d'ordalie que se propose la condamnation de Créon. Il lui dit « On verra bien ce à quoi ça te servira, cette fidélité aux dieux d'en bas. Tu auras ce quelque chose de nourriture qui est toujours là mise auprès des morts, en manière d'offrande. On verra bien combien de temps tu vivras avec ça. » C'est à partir de ce moment-là que se produit le quelque chose qui est le véritable changement d'éclairage de la tragédie, à savoir ce dont, très curieusement, et d'une façon en même temps très significative, se sont scandalisés certains commentateurs. C'est à savoir le kommos, la plainte, la lamentation d'Antigone. À partir de ce moment, franchit ce qui incarne chez elle l'entrée dans ce qui est, si l'on peut dire, le symétrique de cette zone au-delà, entre la mort et la vie, entre la mort physique et l'effacement de l'être. Elle, sans être encore morte, elle est déjà rayée du nombre des vivants. Je veux dire que prend forme au dehors ce qu'elle a déjà dit qu'elle était. Il y a longtemps qu'elle nous a dit que, pour elle, elle était déjà dans le royaume des morts.
Mais cette fois-ci, la chose est consacrée dans le fait. Son supplice va consister à être enfermé, suspendu, dans cette zone entre la vie et la mort. Et c'est à partir de là seulement que va se développer sa plainte, à savoir la lamentation de la vie. Longuement, Antigone va se plaindre de s'en aller à Agamos, vers 869, dit-elle. Encore qu'elle doit être enfermée dans un tombeau, sans demeure, pleurée par aucun ami. À Klaftos, à Philos, à Nyménéos, vers 882. Sa séparation, alors, est vécue comme un regret, une lamentation sur tout ce qui, de la vie, lui est refusé. Et elle va, à partir de ce moment-là, évoquer même qu'elle n'aura pas le lit conjugal, elle n'aura pas le lien de l'hymen, elle n'aura pas d'enfant. Ceci est très long dans la pièce, vers 891-928. La pensée même qui peut venir à je ne sais quel auteur de mettre en doute la légitimité de cette phase de la tragédie, au nom de je ne sais quelle unité de caractère de l'inflexible Antigone, la froide Antigone. N'oublions pas que le terme de psychron, vers 650, est celui de la froideur et de la frigidité, un objet de caresse froid. C'est ainsi que l'appelle Créon dans le dialogue avec son fils, pour lui dire qu'il n'y perd rien. Tout ceci, le caractère d'Antigone, nous est opposé, en quelque sorte, comme marquant l'invraisemblance de ce qui serait à ce moment-là une incursion dont on voudrait épargner la responsabilité et la paternité au poète. Insensé contresens, car effectivement, pour Antigone, la vie n'est abordable, ne peut être vécue, réfléchie, que de cette limite où déjà elle a perdu, où déjà elle est au-delà, mais de là, elle peut la voir. De là, si l'on peut dire, elle peut la vivre sous la forme de ce qui est perdu. Et c'est aussi de là que l'image d'Antigone nous apparaît sous l'aspect qui, littéralement, nous dit le cœur, lui fait perdre la tête. Rend, dit-il, les justes injustes, et lui-même lui fait franchir toutes les limites, lui fait jeter aux orties tout le respect qu'il peut avoir, lui, le cœur, pour les édits de la cité. Rien dès lors n'est plus touchant que cette imérolos enargis, ce désir visible qui se dégage des paupières, dit-il, de l'admirable jeune fille. Vers 795 et suivant. Ce côté d'illumination violente, de lueur de la beauté, coïncidant très précisément à ce moment de franchissement, à ce moment de passage, à la réalisation de l'Athée d'Antigone. C'est là le trait sur lequel, vous le savez, j'ai mis éminemment l'accent. C'est celui qui nous a en lui-même, comme tel, introduit à l'intérêt du problème d'Antigone, comme à sa fonction exemplaire pour déterminer la fonction, certains effets de ce qui nous définit la nature d'un certain rapport dans l'au-delà du champ central, avec aussi ce qui nous interdit d'en voir la véritable nature, ce qui, en quelque sorte, est fait pour nous éblouir et nous séparer de sa véritable fonction. C'est à savoir ce côté touchant de la beauté autour de quoi tout vacille. Tout jugement critique arrête l'analyse, et qui, en somme, des différents effets, des différentes forces mises en jeu, plonge tout dans quelque chose qu'on pourrait presque appeler une certaine confusion, sinon un aveuglement essentiel.